Merci, merci beaucoup Pierre-Michel, bonjour. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici et d'avoir cette occasion de vous proposer quelques réflexions sur un travail que je mène depuis plusieurs années avec beaucoup de collègues, notamment dans le cadre du Poverty Action Lab, le JPAL, dont une des fondatrices, Esther Duflo, a été dans ces murs et elle a eu l'occasion déjà de parler beaucoup de ces sujets. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est revenir sur ce travail qui a à voir avec les questions d'évaluation de politique publique notamment, mais plus largement, je pense, avec les questions de compréhension des comportements, des mécanismes sociaux et de l'usage qui peut être fait des politiques sociales. Et ceci à travers ce qu'on appelle l'expérimentation sociale. Et je vais m'intéresser à essayer de réfléchir avec vous à ce que nous apprennent les expérimentations sociales. Alors, je voulais commencer par une citation que j'aime bien, que j'ai découverte récemment. Robert Solow est un économiste américain, prix Nobel, et évoquant rétrospectivement le début des années 80, il a ce commentaire: ces gens-là, ils connaissent la réponse avant d'avoir posé la question, alors pourquoi auraient-ils besoin de nous, de gens comme nous? Et qui est, je crois, une introduction intéressante sur est-ce que l'expérimentation sociale, ça nous apprend quelque chose d'intéressant. Alors, les questions auxquelles fait référence Solow dans cette phrase, c'est en fait l'effet des politiques sociales. Une question que ne se pose pas l'administration Reagan à ce moment précis, c'est quels sont les effets des politiques sociales que nous voulons mettre en place. Et nous, ou les gens comme nous, c'est quoi? Eh bien, c'est les chercheurs qui utilisent l'expérimentation sociale pour répondre à ces questions sur les effets des politiques sociales. Et voilà, on est parfois dans un monde où le décideur politique n'a pas envie d'apprendre à des théories ou des préjugés ou des conceptions ou des prénotions, etc., qui lui suffisent. Et évidemment, tout ce qu'on essaye de construire autour de l'idée que l'expérimentation sociale nous permet d'apprendre des choses va contre cette idée qu'on n'a pas besoin de poser des questions et qu'on n'a pas besoin de travailler à y répondre de façon précise, ce qui est précisément ce que nous essayons de faire. Alors, avant d'aller plus loin, je veux juste même si c'est assez évident, rappeler ce qu'on va appeler expérimentation sociale ici. L'expérimentation sociale, c'est une mise en œuvre à petite échelle d'un dispositif. Vous allez voir, je vais vous prendre plein d'exemples, je ne vais pas chercher à définir ce qu'est un dispositif à ce stade. Cette mise en œuvre à petite échelle étant une occasion de procéder à l'évaluation de ce dispositif. Notamment, il y a plein de façons de faire l'évaluation, mais celle dont je vais parler ici, qui m'intéresse particulièrement, celle qui consiste à comparer des bénéficiaires et des non-bénéficiaires du dispositif qui est expérimenté. Et évidemment, il peut se trouver que les bénéficiaires puissent être tirés au sort, ce qui rend, je vais y revenir dans un moment, la comparaison entre des bénéficiaires et des non-bénéficiaires particulièrement pertinente du point de vue de l'évaluation de ce dispositif. Donc c'est autour de l'expérimentation sociale comprise de cette manière que nous allons discuter, réfléchir ensemble. Et évidemment, en termes de cadrage, de contexte, le point important, c'est que cette démarche a connu une progression tout à fait considérable comme outil d'évaluation des politiques publiques. D'abord aux États-Unis à partir des années 1970, typiquement, enfin, c'est quelque chose qui est plus ancien en vérité, mais enfin un essor assez fort date largement de cette époque. Plus récemment, dans le champ de l'économie du développement,
à partir des années essentiellement 2000 et certainement sous l'effet du laboratoire JPAL et de ses concepteurs et notamment d'Esther Duflo. C'est aussi une démarche qui a pris à la fois de l'ampleur et de la visibilité de façon tout à fait considérable. Et puis de façon plus récente, en France et dans certains pays européens, c'est également une démarche à la fois de réflexion sur les politiques et de recherche qui est en train de se développer. Alors, c'est important de souligner que cet intérêt ou cette utilisation de l'expérimentation sociale est quelque chose, et l'importance croissante, c'est un mouvement parallèle à la fois d'un point de vue politique et à la fois d'un point de vue scientifique. Alors, le choix que je fais aujourd'hui, c'est de ne pas parler ou de peu parler, même si c'est souvent implicite, de l'aspect politique, et je crois que Claude Tello, dans le premier séminaire de cette série, a précisément traité ce sujet du rapport entre l'évaluation et le politique, et il l'a extrêmement bien fait, donc je ne vais pas revenir là-dessus, et je voudrais être plutôt sur le volant scientifique, sur le volant de la construction de connaissances, et c'est de ça que j'aimerais parler. Et du point de vue scientifique, je trouve que c'est assez intéressant de regarder ces chiffres, qui sont la proportion d'articles de recherche basés sur les résultats d'expérimentation sociale dans American Economic Review, Journal of Political Economy et Quarterly Journal of Economics, qui sont trois des plus prestigieuses revues de recherche en économie. Et donc vous voyez que partant de zéro jusqu'au début des années 70, on a une progression régulière et récemment, je pense, assez fortement accélérée de la production scientifique qui repose sur ce type d'outils méthodologiques. Et 8%, c'est une proportion assez considérable. Si on songe que dans ces revues, on va avoir des articles en macro, en théorie, sur l'environnement, sur tout un tas de sujets en économétrie théorique, tout un tas de sujets qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'expérimentation sociale. Donc c'est un outil qui prend, du point de vue de la production de connaissances, une place tout à fait considérable dans la recherche. Et ce que je voudrais faire donc ce matin, c'est discuter l'apport des expérimentations sociales du point de vue de cette production de connaissances. Alors, c'est important de bien comprendre la posture épistémologique de cette démarche de recherche. Je pense qu'elle a deux dimensions tout à fait essentielles. La première, c'est qu'elle a un intérêt obsessionnel pour la mesure de relations causales qui puissent être indéniablement considérées comme des relations causales. Et deuxièmement, c'est qu'elle part de l'idée que la théorie est relativement indéterminée, soit parce qu'on n'y croit pas beaucoup, soit parce qu'elle dépend de tout un tas de paramètres qui eux-mêmes ne sont pas connus et qui définissent si la courbe va monter ou va descendre, et que l'empirique, le travail sur les données et sur la réalité entre guillemets empirique est tout à fait fondamental, et l'expérimentation sociale est une démarche qui s'intéresse avant tout à l'empirique. Alors, sur ces deux points, d'une part sur l'aspect de causalité, je vais y revenir dans un instant. Il y a une conception de la causalité que je vais décrire tout à l'heure, qui peut être résumée par cette phrase d'un auteur qui s'appelle Holland, qui est « No causation without manipulation ». Il y a une conception de la causalité qui fait de l'expérimentation le paradigme de la mise en évidence empirique de relations causales. Et du coup, ce mouvement de l'expérimentation sociale a eu une influence assez considérable, je pense, sur toute une pratique de la recherche empirique, qui est de donner beaucoup de crédibilité à l'interprétation causale, éventuellement d'engager toutes les recherches à être beaucoup plus rigoureuses et d'argumenter de façon beaucoup plus serrée l'existence d'une interprétation causale ou la légitimité d'une interprétation causale sur les faits qui sont en train d'être présentés. Donc ça a fait évoluer énormément les exigences méthodologiques sur ce plan
de l'interprétation causale, et c'est ce qu'on appelle la dimension de la validité interne. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi interne par opposition à externe, mais en tout cas, c'est l'idée que dans un contexte donné, mon énoncé causal est valide, qu'il est crédible. Et donc, je vais parler rapidement de ça dans la première partie pour insister sur cet apport de l'expérimentation sociale sur la production de connaissances. Le deuxième aspect, c'est que c'est une démarche empirique. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, et ça pose immédiatement un problème de fond, tout à fait classique, qui est que eh bien, tout résultat empirique, c'est quelque chose de situé. C'est situé dans le temps ou dans l'espace. C'est quelque chose que vous construisez à un certain endroit, à un certain moment, sur un dispositif donné, avec une certaine population, et c'est totalement situé. Et je pense que c'est un enjeu particulièrement fort en sciences sociales, où l'ensemble du contexte dans lequel les choses se manifestent, prennent forme, est potentiellement extrêmement changeant. Ça peut être, je ne vais pas discuter des sciences exactes, ça peut être assez différent en sciences exactes et probablement moins problématique. En tout cas, dans certains cas, c'est certainement une question forte en sciences sociales. Et c'est ce qu'on va appeler la question de la validité externe. C'est est-ce que le résultat que je suis capable d'exhiber ici et maintenant, qui a éventuellement une forte validité interne, c'est-à-dire pour ici et maintenant, il est tout à fait convaincant, clair, et l'énoncé que je produis est assez peu discutable. Mais est-ce que ce que je suis capable de dire sur ici et maintenant avec mes données empiriques vaut pour d'autres circonstances, a le moindre intérêt, à la limite, pour d'autres circonstances, pour demain, pour ailleurs, pour quelque chose de marginalement différent, etc. Et c'est évidemment une question totalement générale, mais tout à fait importante. Et alors, c'est intéressant de distinguer du coup l'expérimentation sociale et l'expérimentation de laboratoire. Ce que j'appelle l'expérimentation de laboratoire en sciences sociales, c'est tout un tas de pratiques qui se sont beaucoup développées. On va faire jouer des jeux stratégiques à des gens dans un laboratoire. Ils sont dans une salle avec des ordinateurs pour comprendre leur forme de rationalité, mesurer leur altruisme, etc., dans des contextes assez abstraits. Ou alors, on va avoir en psychologie de l'éducation ou en psychologie des apprentissages, on va faire travailler des enfants dans un contexte extrêmement contrôlé sur des jeux, des activités, des entraînements, etc., pour voir ce que ça produit, pour comprendre comment les gens apprennent, etc. Alors, on va contrôler, on va expérimenter des exercices, etc. On va tirer des groupes tests et témoins aléatoirement et on va faire ça. Mais on est dans des environnements complètement contrôlés, dans lesquels on a neutralisé tous les éléments de contexte et on est capable de se concentrer sur un objet très précis. L'expérimentation sociale, ce qui est sa force et puis un problème que ça va poser immédiatement, c'est qu'elle est plongée dans des conditions sociales complètes, dans des situations réelles, entre guillemets, et donc dont l'essentiel des dimensions sont non contrôlées. L'expérimentation sociale va contrôler uniquement un paramètre qui l'intéresse, mais comme on n'est plus dans le laboratoire, mais plongé dans la vie réelle des gens, si je peux le dire comme ça, eh bien, ça a beaucoup plus de valeur, en un sens. Parce qu'on va être capable de dire, ben, alors votre machin qui a tel et tel effet dans un univers totalement abstrait, où les gens sont devant un ordinateur et répondent à des stimulations très artificielles. Est-ce que ça marche aussi quand on fait le même genre de choses, mais en plongeant les vies, en faisant interagir ça avec la vie de tous les jours d'une population? Donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait important de raisonner comme ça, mais ça va poser ce problème qu'on est plongé dans un environnement qui, lui, n'est pas contrôlé dans toutes ses dimensions. Alors évidemment, ce n'est pas propre à l'expérimentation sociale, c'est propre à n'importe quelle analyse empirique de données, même qualitative, même monographique, etc., qui s'intéresse non pas à un environnement totalement maîtrisé, mais à un environnement social complet.
Donc ce n'est pas du tout propre à l'expérimentation sociale, c'est un problème très général. Mais il y a une espèce de paradoxe dans l'expérimentation sociale qui est qu'on fait des efforts considérables pour contrôler un paramètre d'intérêt, mais on laisse les autres complètement indéterminés, ou en tout cas être ce qu'ils sont. Et ça crée une espèce de tension, il y a une sorte de frustration qui fatalement se présente lorsqu'on pense les choses de cette manière-là. Et donc, ce que je veux faire dans la deuxième partie, c'est réfléchir à la manière dont l'expérimentation sociale traite cette difficulté, et donc traite ce problème de validité externe, c'est-à-dire est-ce que ce que je fais dans une circonstance particulière dont je n'ai pas maîtrisé toutes les dimensions vaut aussi pour des circonstances différentes dans lesquelles je mettrai en œuvre la même action, mais dans un contexte tel que peut-être cette action n'aura plus les mêmes effets que ceux que j'ai mesurés préalablement. Et donc, qu'est-ce que j'ai vraiment appris? Si je vais jusqu'au bout du raisonnement, est-ce que j'ai appris quelque chose d'extrêmement ponctuel, singulier, ou est-ce que j'ai des raisons de penser que j'ai appris quelque chose qui a un certain degré de généralité? C'est de ça que j'aimerais discuter tout à l'heure. Alors, ma première partie, je voudrais revenir sur le premier rapport, donc, puisque ma question, c'est que nous apprennent les expérimentations sociales. Le point essentiel, c'est que ça nous permet d'estimer des mécanismes qui ont une interprétation causale, ce qui est quelque chose de pas simple du tout, et, à mon sens, de tout à fait important. Pour ça, je voudrais simplement retracer un petit peu le cadre conceptuel de ce qu'est la causalité telle qu'elle est pensée quand on fait de l'expérimentation sociale, telle qu'elle est pensée en fait dans une grande partie de la recherche empirique en sciences sociales. Alors, le concept essentiel, qui est le concept de contrefactuel, qui est issu de l'épistémologie anglo-saxonne, c'est une idée abstraite qui est ce qui serait advenu, pour fixer les idées à une personne particulière, par exemple, dans un état de la nature, état de la nature voulant dire ici peut-être plutôt état de la société que de la nature, mais c'est une expression consacrée, dans un état de la nature qui ne s'est pas produit. D'accord? Alors, ce contrefactuel, c'est quelque chose de potentiellement différent pour chaque individu, manifestement. Et si on veut fixer les idées, voilà, j'ai un élève donné, très particulier, il s'appelle Arthur, et il est dans une classe de 10 élèves. Et on lui fait passer un test en lecture, et il a un certain résultat en lecture. Voilà. C'est quoi le contrefactuel? Par exemple, c'est un contrefactuel, c'est quel serait son résultat en lecture si ce même Arthur, dans cette même classe, cette même année de CE1, il avait été dans une classe de 20 élèves. Voilà, un contrefactuel, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit, mais que, abstraitement, je peux définir et que je peux chercher à imaginer. Alors, c'est une notion tout à fait fondamentale, parce que c'est la notion qui sert à définir ce que c'est que l'effet causal de quelque chose. Et l'effet causal de quelque chose dans cette théorie, alors je n'ai pas mis les références, mais c'est ce qu'on appelle traditionnellement le modèle causal de Rubin, parce qu'il a été formalisé dans un article par quelqu'un qui s'appelle Rubin, en 1974. Et donc, ce qu'on va appeler l'impact causal, ça va être l'écart entre les résultats ou la situation dans l'état de nature observé qui a eu lieu, et puis les résultats qui auraient été observés dans la situation contrefactuelle, celle qui n'a pas eu lieu, c'est pour ça qu'on l'appelle contrefactuel, contre les faits, contre le fait qui s'est produit. Donc dans mon exemple, voilà, mon Arthur en CE1 a eu un score de 57 sur 100 aux épreuves du ministère en lecture. Eh bien, ce même élève aurait eu un score de 50 sur 100 s'il avait été dans une classe de 20 élèves. Comment je le sais? Je ne le sais pas, je l'imagine. C'est un contrefactuel. S'il était dans une classe de 20, il aurait eu un score de 50. Qu'est-ce que j'appelle l'impact causal de mettre Arthur dans une petite classe plutôt que dans une classe normale où il y a 20 élèves? L'impact causal de le mettre, c'est les 7 points de différence entre 57 et 50. Je compare la situation observée, une situation contrefactuelle, et la différence, c'est ce que j'appelle l'effet causal d'une certaine situation qui est être dans la petite classe. Donc c'est intuitivement extrêmement simple, mais c'est formellement extrêmement précis. Et vous allez voir que c'est une définition qui est
très opératoire, parce qu'on va en déduire une façon de mesurer concrètement ce genre d'impact causal. Alors, ce qui est important, 3 points, c'est que cet impact causal, manifestement, c'est tout à fait évident, se définit par rapport à une situation de référence. Ici, c'est être dans une classe de 20. Et donc, c'est toujours un delta, c'est toujours une différence entre 2 états qui permettent de définir un impact causal. Il n'y a pas un effet d'être dans une classe de 10 élèves. Il y a un effet d'être dans une classe de 10 élèves par rapport à 20 élèves, ou par rapport à 30, ou par rapport à 5. Deuxièmement, c'est une notion assez abstraite, parce qu'elle porte, en principe, sur le même individu au même moment. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Donc on définit la causalité par rapport à des événements un peu imaginaires. Donc c'est quelque chose d'assez abstrait. Et puis c'est très important, là, cet impact, il est potentiellement différent pour n'importe quel individu. Rien dans cette définition ne dit que la cause de la réduction de la taille des classes, l'effet de la réduction de la taille des classes est le même pour tous les enfants. Au contraire, il est potentiellement totalement individuel. Donc c'est une définition qui est assez large. Alors, il y a cette idée, dans ce cadre-là, et je dis ça pour insister que c'est une définition qui semble assez naturelle. C'est quand même un positionnement théorique qui a des implications. Et je trouve que donc, cet article de Holland qui a été publié dans le Journal of American Statistical Association, donc c'est curieux, c'est un article plutôt d'épistémologie, mais qui a été publié dans un article dans une revue de statistiques techniques. Il défend cette idée, alors je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais juste pour l'évoquer, il défend cette idée que, en fait, on ne peut penser la causalité au sens où je l'ai dite à l'instant, où je l'ai décrit à l'instant, que si on peut imaginer au moins en principe une manipulation expérimentale. Et c'est ce qui fait que la notion d'expérience, et notamment d'expérience sociale, est aussi centrale dans les notions de causalité qu'on a à l'esprit dans le type de travail dont je parle ici. C'est parce qu'au fond, l'expérience est vraiment le paradigme de cette notion de causalité. Alors, elle a une implication, cette notion qu'il puisse y avoir une manipulation, c'est que des attributs qui ne sont pas manipulables ne peuvent pas, dans cette théorie de la causalité, dans cette conception de la causalité, être envisagés comme des causes. Parce que par exemple, si on pense au sexe, si vous voulez connaître l'effet d'être une femme sur les salaires, eh bien, dans la notion de causalité que j'ai décrite, il faudrait pouvoir imaginer la même femme, mais étant un homme. Et donc, ce ne serait plus la même femme. Et donc, la notion de manipulation n'étant pas définie ici, la notion de causalité qui vous semblait sans doute assez triviale et naturelle, et vous vous demandiez pourquoi je disais des choses aussi évidentes, cette notion de causalité n'est pas définie ici. Alors que vous avez sans doute intuitivement envie de penser qu'être une femme plutôt qu'un homme est la cause d'un certain nombre de choses. Donc c'est juste pour insister sur le fait qu'il y a un vrai contenu profond dans cette notion de causalité, et en même temps c'est une notion de causalité qui est assez naturelle et qui est extrêmement opératoire, c'est pourquoi elle est beaucoup utilisée. Alors, le problème maintenant de l'évaluation, c'est que pour chaque individu, on ne mesure jamais à la fois ce qu'on observe et le contrefactuel. Et donc on se dit, c'est pas grave, on a des gens qui sont on va avoir des enfants qui sont dans le contrefactuel et des enfants qui sont dans l'état qui nous intéresse, et on va pouvoir faire ça. Mais tout de suite, on est confronté au problème que dans le cours normal des choses, il y a de la sélection, et que les agents qui se retrouvent dans une situation donnée, celle de bénéficier d'un dispositif par exemple, sont en général différents de ceux qui ne s'y trouvent pas, et donc ils ne sont pas comparables. Et donc en général, la situation des uns ne peut pas servir pour construire un contrefactuel pour la situation des autres. Parce que chaque contrefactuel est propre à chaque individu. Et donc, si les gens ne se ressemblent pas, je ne peux pas en dire grand-chose. Dans mon exemple, toujours, les élèves qui sont placés dans les classes de 10, on sait, c'est très bien documenté, qu'en général, qui sont placés dans des petites classes, donc même si c'est dans des classes de 18 au lieu de 20, etc., sont en général des élèves plus faibles. Les directeurs font un choix tout à fait rationnel. S'ils ont une classe un peu plus petite, ils vont plutôt mettre des élèves plus faibles dans cette classe. Mais du coup, ces élèves, ils ne sont pas comparables à des élèves qui sont dans des plus grandes classes, et on est un petit peu embêté pour avoir une représentation, pour pouvoir décrire le contrefactuel pour ces élèves-là. Et donc c'est là que l'expérimentation est tout à fait pertinente, parce que dans l'expérimentation, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'occasion d'observer des individus dans les différentes situations,
dans la situation A et dans la situation B. Certains sont observés en A, d'autres sont observés en B, et on le fait en manipulant ou en contrôlant une intervention, ou si on veut, différentes dimensions d'une intervention. Et quand on est dans le cas le plus favorable du point de vue qui m'intéresse ici, qui est celui où les individus qui sont exposés ou non à une intervention donnée sont tirés au sort, alors ça constitue des groupes testés témoins qui sont parfaitement comparables au départ en moyenne, hein, c'est de la statistique, sur des gros échantillons, en moyenne ils sont parfaitement comparables. Et donc en moyenne, les situations des uns sont de bons contrefactuels pour les situations des autres, et donc je peux mettre en œuvre ma mesure de causalité telle que je l'ai définie préalablement. Lorsque je suis dans ce contexte, c'est double condition, je suis dans une expérimentation, donc je suis capable d'avoir les différents contrefactuels, de les constituer, comme j'ai besoin de les constituer, et si je peux tirer au sort, alors les tests et les témoins sont représentatifs les uns des autres, et je peux me servir des uns comme d'un contrefactuel pour les autres. Il arrive évidemment qu'on ne soit pas dans des situations où on peut faire des expériences contrôlées, et lorsqu'on a des situations où il y a des gens qui sont dans différents états, qu'on va pouvoir les comparer, mais qu'on n'a pas... le fait que les gens soient dans différents états se trouve comme ça, ce n'est pas le résultat d'une manipulation volontaire, on va parler de quasi-expérience. Et on va aussi, dans une partie de la littérature, utiliser le fait qu'il y a des individus dans différentes situations qu'on peut observer, et on va essayer de s'en servir pour faire ce genre d'estimation. Mais évidemment, c'est plus compliqué, parce que comme on n'a pas tiré au sort les populations, elles risquent d'être différentes, et il faut toujours faire des hypothèses, plus ou moins fortes selon les cas, il faudrait rentrer dans les détails, je ne vais pas le discuter ici, pour admettre que les deux groupes sont comparables. Ce que je veux juste dire ici, c'est qu'il y a d'autres façons de mettre en œuvre l'estimation d'un effet causal que l'expérimentation sociale. Simplement, dans l'expérimentation sociale, on y voit particulièrement clair sur ce qu'on est en train de mesurer et sur la validité du discours causal. Alors, je vous donne un exemple tout de suite d'une expérimentation réelle sur la taille des classes, précisément. Alors, je vous rappelle d'abord la taille des classes. Voilà, c'est une question de politique publique tout à fait considérable. Ça coûte extrêmement cher de réduire très fortement la taille des classes, parce qu'il faut recruter beaucoup d'enseignants. Mais d'un autre côté, ça a une grande vertu, c'est qu'on sait faire. Parce qu'il y a des choses qui sont potentiellement très bien et qui coûtent moins cher, qui sont par exemple de changer les pratiques pédagogiques. On ne sait pas faire. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Les enseignants ont leurs pratiques. Ce n'est pas quelque chose qui se décide et c'est une bonne chose. Et du coup, c'est très long et très compliqué à faire évoluer. Réduire la taille des classes, c'est un instrument qui est assez facilement à la main du politique. Donc c'est intéressant de se poser la question. Et on a eu longtemps une grande ignorance collective, à la fois sur est-ce que ça a vraiment un effet et l'ordre de grandeur de cet effet. Est-ce que c'est un gros effet ou est-ce que c'est un petit effet? Et ce que je voudrais citer ici, c'est une expérience qui a eu lieu aux États-Unis dans le Tennessee en 1986. En fait, par rapport à l'importance du sujet, c'est tout à fait stupéfiant que c'est la seule expérience randomisée sur ce sujet qui existe. Alors, on a un peu plus de 10 000 enfants dans un grand nombre d'écoles qui vont être distribués, affectés aléatoirement à partir de l'année préélémentaire, kindergarten, dans 3 groupes. Ceux qui vont m'intéresser principalement, ça va être un groupe de taille normale, environ 22 élèves, et un groupe de plus petite taille, 15 élèves, donc une taille un peu plus faible, d'environ un tiers. Et ce qui est très important, c'est que les enseignants sont également affectés aléatoirement à ces différentes classes. Sinon, ce n'est pas la peine de se donner autant de mal. Qu'est-ce qu'on fait? On met ces différents enfants dans des classes plus ou moins larges, et puis on va tester ces enfants en maths et en anglais, année après année. Donc il y a des subtilités que je passe ici, mais il reste en dernière année de maternelle, en première année, deuxième année et troisième année d'école élémentaire, soit dans une plus grande classe, soit dans une plus petite classe, et tous les ans on les teste. Et comme ça a été tiré au sort, ces groupes d'enfants sont exactement comparables au départ, ils ont exactement le même potentiel, ils ont en moyenne le même environnement familial, tout est pareil. La seule chose qui les distingue, c'est qu'il y en a qui sont dans des classes de 15 et il y en a qui sont dans des classes de 22. Et donc, lorsque je fais voilà, le score moyen dans cette population, année après année, c'est des scores en fait qui sont renormalisés, c'est pour ça qu'ils ne bougent pas beaucoup, c'est environ 50 sur 100.
Et maintenant, on va comparer le score moyen de tous les élèves qui sont dans les petites classes et de tous les élèves qui sont dans les grandes classes. Et on va avoir un écart qui va être un petit peu différent année après année. Statistiquement, c'est extrêmement significatif. Donc, je vous donne les chiffres ici, ce sont des estimations très précises. Et on voit qu'en effet, il y a une différence tout à fait nette de résultats scolaires entre les enfants qui sont dans les petites classes et les grandes classes. Et on est sûr que c'est l'effet d'avoir mis des enfants dans les petites classes et rien d'autre, puisque ces enfants étaient parfaitement comparables au départ. Et donc on a le contrefactuel des uns l'observé des uns sert de contrefactuel des autres, et à la fin il suffit de faire cette comparaison extrêmement simple. Alors vous vous demandez si c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, puisque une métrique aux États-Unis tout à fait fondamentale pour mesurer des écarts de performance, c'est les écarts de performance entre les enfants noirs et les enfants blancs, qui sont extrêmement documentés, qui sont considérés comme beaucoup trop élevés et dont tous les gouvernements se demandent comment ils peuvent les réduire. Donc c'est une donnée sociale tout à fait fondamentale. Et donc ces effets-là, 4, 7, 5, donc c'est un peu plus fort en l'équivalent du CP, hein, un peu plus faible ailleurs. Donc ça dépend des années, mais ça représente entre 60 et 80% de l'écart entre les noirs et les blancs. Donc c'est tout à fait important. Ça veut dire que, en substance, ça veut dire que si vous mettiez des classes de 22 au lieu de 15, vous réduiriez de 60 à 80% l'écart de performance entre les noirs et les blancs par le seul effet de cette politique. Donc c'est une politique qui a des effets tout à fait importants. Et il y a une hétérogénéité de ces effets, c'est-à-dire qu'ils sont encore plus forts sur les élèves d'origine modeste. Donc si on regarde une expérience comme celle-là, pendant longtemps, cette question de la taille des classes, c'est une question qui est restée sans réponse convaincante, parce qu'on ne savait pas très bien comment faire. Et la force d'une expérimentation comme celle-là, c'est de enfin répondre à une question tout à fait fondamentale, de façon très transparente, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de choses compliquées là-dedans, et on sait que l'effet existe, on connaît son ordre de grandeur, et on est sur une notion de causalité très très précisément définie. Mais donc ça, c'est le premier rapport de connaissance de cet exercice. Mais évidemment, c'est un résultat qui est valide dans un contexte donné. Peut-être que si on faisait ça dans un univers scolaire où des pédagogies très différentes sont utilisées, ça ne marcherait plus, ou ça marcherait beaucoup mieux. Et puis, il y a une autre difficulté, c'est que j'ai fait cette petite expérience, maintenant je veux le généraliser. C'est ce qui s'est passé en Californie, par exemple, extrêmement influencé par ce résultat. La Californie a décidé de créer 18 000 nouvelles classes en quelques années pour réduire assez fortement la taille des classes. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'en gros, il a fallu recruter 18 000 enseignants supplémentaires en très peu de temps. Et il y a des gens qui disent la qualité de ces enseignants, en termes d'expérience professionnelle, en termes de diplôme, a baissé considérablement. Et donc ça veut dire que peut-être que la politique, à une échelle plus large, elle induit des choses supplémentaires qui elles-mêmes ont des effets. Et donc finalement, on ne mesure qu'un effet incomplet de la politique dans l'expérimentation. Il va se passer d'autres choses lorsqu'on élargit, et ces choses sont mal anticipées. Et c'est donc toute la question de la validité externe qui est posée et sur laquelle je veux venir maintenant. Alors, c'est ce que je disais au début, mon expérimentation sociale, elle est formidable, j'ai appris plein de choses, mais elle est extrêmement située. Alors, il y a vraiment deux problèmes distincts, je le redis encore une fois. Il y a le fait que les effets peuvent être hétérogènes, c'est-à-dire ils peuvent dépendre des individus ou des éléments de contexte dans lequel l'intervention a été menée et avec laquelle l'intervention peut interagir. Donc si vous changez les individus concernés ou les éléments de contexte divers et variés, vous aurez peut-être des effets différents de l'intervention. Et deuxièmement, il y a l'effet d'échelle. Quand vous mettez l'intervention en œuvre à une plus large échelle, ça peut induire d'autres mécanismes, des changements de prix, des interactions sociales différentes, des substitutions entre ceci et cela, que vous n'avez pas vu se produire dans une expérimentation à très petite échelle. Et donc ça, ce sont des questions qui peuvent affecter la généralité du résultat. Et donc c'est un problème pour les implications politiques, c'est un problème évidemment pour la connaissance, pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance qu'on a acquise, qui est extrêmement forte, mais qui présente ce problème. Alors, avant de venir vraiment là-dessus, je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que ce qu'on a appris, même si on a de véritables problèmes de validité externe, c'est néanmoins tout à fait important. Et c'est important notamment pour une raison. Donc je voudrais souligner l'intérêt des résultats qu'on a, même s'ils sont extrêmement singuliers.
c'est important pour une raison, c'est que la recherche, elle se construit essentiellement par la validation ou la réfutation de théories, ou de pseudo-théories, ou de préjugés, etc. Et en général, pour réfuter des théories, on a besoin d'exhiber des relations causales clairement définies comme telles. Et puis par ailleurs, vous allez voir, je vais l'illustrer tout de suite, c'est un exercice qui, même dans sa singularité, a, du point de vue de la connaissance et de la curiosité intellectuelle, une très grande vertu, c'est que souvent elle permet d'identifier de nouvelles questions. Alors, je vous donne un exemple tout de suite, c'est celui des opérateurs privés de placement. La théorie, je mets des guillemets extrêmement gros à théorie, c'est plutôt une sorte de préjugé, c'est l'idée que des prestataires privés, que je vais ici appeler opérateurs privés de placement, OPP, sont plus efficaces que le service public. C'est une idée assez générale. Ici, je vais la traiter dans le cas où le service public est la NPE. Donc voilà une théorie qui détermine potentiellement beaucoup d'actions, de choix politiques, etc. Et donc, c'est intéressant de savoir si on peut la réfuter dans sa généralité. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Pour la réfuter, on ne peut pas juste comparer des chômeurs ou des demandeurs d'emploi qui sont accompagnés par les deux types d'acteurs, par le service public ou par des opérateurs privés de placement, parce qu'en général, les uns ne décrivent pas le contrefactuel des autres, donc ça ne nous apprend absolument rien. Si les gens sont sélectionnés différemment, on n'a pas réfuté la théorie. C'est là qu'on a besoin de vraiment établir des causalités. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut expérimenter des interventions où on met en œuvre des accompagnements de l'une ou de l'autre nature, en tirant au sort les bénéficiaires qui sont orientés vers l'une ou l'autre. Alors voilà une expérimentation qu'on a menée avec des collègues en quelques années. En 2007, l'UNEDIC veut expérimenter la prise en charge de demandeurs d'emploi par des opérateurs privés à la place de leur prise en charge par le service public. Et dans le même temps, la NPE met en place un accompagnement intensif avec la même intensité que ce que font les opérateurs privés de classement, c'est-à-dire une intensité beaucoup plus grande, des moyens beaucoup plus importants que dans le régime normal d'accompagnement des chômeurs. L'expérience a lieu dans 200 agences. On a, dans la cible du programme, qui sont les personnes avec un risque de chômage de longue durée, 44 000 demandeurs d'emploi, et ils sont aléatoirement orientés, soit vers un opérateur privé, soit vers le programme public intensif, qu'on va appeler CVE, soit vers le suivi habituel de la NPE, et on mesure les sorties du chômage vers l'emploi, et on va les comparer entre les trois groupes. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est pour les opérateurs privés et pour Cap vers l'entreprise, donc le dispositif du service public. Au cours du temps, donc ça c'est des mois écoulés, donc au bout de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois, de 12 mois, l'écart de taux d'emploi entre les gens qui vont dans le service normal standard de la NPE et les gens en haut qui sont confiés aux opérateurs privés de placement. Et à droite, c'est l'écart entre les gens qui vont dans le service standard de la NPE et ceux qui sont confiés au service public. Et donc, l'épaisseur des traits noirs, de la surface noire, mesure l'impact causal d'envoyer quelqu'un vers un type de service d'accompagnement. Et ce que vous voyez, c'est que l'impact causal d'envoyer quelqu'un dans le service public est beaucoup plus élevé que d'envoyer quelqu'un vers les opérateurs privés de placement, notamment en début de période de chômage. D'accord ? Pour avoir des chiffres exacts, au bout de 6 mois, le taux d'entrée en emploi il passe de 20 à 30% avec le service public de l'emploi et de 20 à 24% avec un opérateur privé de placement. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris quelque chose de tout à fait intéressant par rapport à cette théorie qui se pense comme assez générale que le secteur public, parce qu'il a la contrainte de la concurrence, va être plus efficace, par exemple le secteur privé va être plus efficace que les services publics, ça n'est pas du tout exact. Et on est dans un contexte où beaucoup d'acteurs attendaient des bénéfices considérables des opérateurs privés de placement. On n'est pas dans un contexte tordu. Et on s'aperçoit qu'il est moins efficace, et en plus, je n'explique pas ici, plus coûteux. Alors évidemment, le résultat pourrait être différent dans d'autres contextes, mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans sa généralité, la théorie est rejetée. On a appris quelque chose de tout à fait clair sur le fait que ce n'est pas une bonne théorie à appliquer comme un principe général. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait difficilement construit de façon convaincante sans le cadre de l'expérimentation que j'ai présentée ici. Évidemment, la partie la plus intéressante, c'est de comprendre pourquoi. C'est une question qui n'était pas vraiment posée jusqu'à ce qu'on fasse cette expérimentation. Comme je suis en retard, je vais passer là-dessus, même si c'est très intéressant.
Et je vais aller à la dernière partie de cette deuxième partie. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin sur la validité externe? Donc là, je vous ai présenté quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement important comme résultat. Il reste vrai que le résultat, cet effet causal, pourrait être complètement différent dans d'autres contextes. Alors il y a deux façons de voir les choses. L'un, c'est de remettre de la théorie. Pour modéliser les situations non observées, j'ai un schéma théorique qui me dit maintenant, quand je vais changer, être dans un contexte différent, il va se passer ça, ça et ça. Et voilà ce qu'on va trouver. Mais si je reste dans la logique expérimentale très empirique, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a toute une gamme de choses qui va être sous l'ordre de la méta-analyse. Dans la méta-analyse, qu'est-ce qu'on fait? On compare l'impact d'un même dispositif ou de dispositifs extrêmement semblables dans différents contextes et on regarde s'il y a une certaine constance dans les résultats. Donc, dans l'exemple que je viens de vous présenter, il y a un tout petit peu de littérature en Suède, en Allemagne, où on retrouve exactement la même chose. Donc, on se dit, ce qu'on trouve là a peut-être un petit peu de validité externe, ce n'est pas quelque chose de tout à fait isolé. Dans taille des classes, par exemple, il n'y a pas d'expérience randomisée, mais il y a quand même tout un tas de papiers qui essayent de faire des choses assez propres, un peu indirectes, avec beaucoup de résultats dans le même sens. Donc ça semble avoir une certaine validité externe. Il y a il y a une politique très importante qu'on appelle Conditional Cash Transfer dans les pays en développement, qui a été inaugurée par le programme Progressa au Mexique, qui consiste à faire des transferts aux parents très pauvres dans les pays en développement, à la condition que leurs enfants soient régulièrement envoyés à l'école. Donc ça permet à la fois de faire des transferts et d'inciter à un envoi régulier des enfants à l'école, et c'est quelque chose qui est évalué comme ayant d'assez bons résultats. C'est assez coûteux, mais ça a des effets assez forts. Et c'est une politique tout à fait importante qui a influencé énormément de pays et la Banque mondiale, et s'est reproduit dans tout un tas de pays, y compris sous forme expérimentale randomisée, pour valider le fait que dans plein de contextes, on a ce même genre d'effet. Et donc, c'est quand même une façon tout à fait importante d'envisager le problème. On refait ces analyses dans différents contextes et on regarde s'il y a ou non une forme de robustesse des résultats. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Ça met des années. Quand vous avez un décideur public qui est très très pressé parce qu'il doit passer une loi le mois prochain, et qui veut savoir si tel dispositif marche et si ça marchera universellement quoi qu'il fasse et quoi qu'il arrive, c'est un petit peu compliqué de répondre de cette manière-là. Et puis, l'autre difficulté de méta-analyse, c'est les risques de biais de publication. C'est-à-dire qu'en fait, on observe que les résultats, l'absence de résultats sont moins souvent publiés que dans les revues académiques que les résultats observés. Donc, dans l'expérimentation sociale, on met en place en ce moment collectivement une politique de registry, c'est-à-dire qu'on enregistre toutes les expériences qu'on fait, publiquement, de manière à ce que les gens puissent aller vérifier ensuite si elles ont été publiées ou non, et qu'il n'y ait pas un espèce de trou noir sur tout ce qui a été fait, mais qui ne donnait pas de résultat. Donc ça, c'est une première façon de voir les choses. Une deuxième façon de voir les choses, c'est d'aller explorer l'hétérogénéité des effets. Par exemple, je prends l'exemple des internats d'excellence. On a évalué les internats d'excellence, on a vu que ça fait progresser les élèves de façon assez forte, mais on a affaire à un public très particulier, très motivé, avec des résultats scolaires qui ne sont pas mauvais, qui sont dans la moyenne nationale. Si on élargissait ça à des populations plus faibles ou plus défavorisées, qu'est-ce qui se passerait? C'est une vraie question. L'expérimentation telle qu'elle a été faite dans une situation donnée ne permet pas d'y répondre avec beaucoup de certitude. Alors, on a quelque chose qui ressemble un peu à l'internat d'excellence aux États-Unis qui s'appelle les charter schools, qui ont un peu ce même type de public, mais l'intérêt des charter schools, c'est l'accès aux charter schools est assez systématiquement tiré au sort, ça permet de faire des évaluations très robustes, et donc il y a toute une littérature qui essaye d'exploiter le fait que dans les populations considérées, il y a une hétérogénéité, il y a des bons élèves, des mauvais élèves, il y a des noirs, des blancs, des riches, des pauvres, etc., et on essaye de voir si les effets sont plus forts ou moins forts sur des sous-populations. Et à partir de là, on peut essayer de reconstituer ce que ça donnerait en population générale, par exemple, en repondérant les différents impacts en fonction de la structure de la population générale. Et dans les exercices qui ont été menés sur les charter schools, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que, paradoxalement, ce ne sont pas les types d'élèves qui candidatent le plus qui bénéficient aussi le plus d'être dans une charter school. Et donc ça veut dire qu'en fait, dans ce cas-là, l'élargissement du dispositif serait beaucoup plus bénéfique que ce qu'on estime dans la mise en œuvre effective, localement située, des charter schools. Je passe un petit peu, simplement pour souligner une contrainte dans ce type d'exercice qui permet donc d'essayer de se faire une idée de qu'est-ce qui est limité par
la population particulière sur laquelle on travaille, est-ce que ça se généraliserait à d'autres populations? Pour y parvenir, évidemment, il faut avoir beaucoup de données, parce qu'on veut être capable de mesurer séparément l'impact sur des sous-catégories aussi diverses que possible. Et dire ça marche mieux sur les élèves faibles que sur les élèves au départ plus forts, etc., de manière à pouvoir reconstituer ce qui se passerait si on ciblait les populations différemment. Il y a d'autres difficultés, hein, c'est que aussi, une autre chose qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'inférer l'effet des ingrédients sur l'impact. C'est-à-dire, on va voir que les charter schools ont différentes façons de travailler, et on va essayer d'identifier les façons de travailler qui sont associées à des effets plus forts. D'accord ? Donc c'est aussi un exercice auquel on peut se livrer pour essayer de voir quels contextes d'intervention sont plus ou moins bénéfiques. Ça pose des problèmes, à nouveau, d'interprétation causale, sur lesquels je passe, parce que je voudrais parler encore un tout petit peu du dernier point, qui est très important, qui est celui du changement d'échelle. Dans le changement d'échelle, ce qui peut se passer, c'est que l'intervention qu'on est en train de regarder met en action d'autres mécanismes. Ça peut être des mécanismes de marché, parce qu'on élargit le dispositif, ça fait changer les prix, parce qu'il y a un bien qui devient plus abondant ou moins abondant, et ça va changer tout l'équilibre de l'économie. Ça peut être des interactions sociales. Je mets en œuvre une intervention auprès des élèves sur leur choix d'orientation. Ils vont parler à leurs camarades et influencer leurs camarades. Et donc, ils vont tous s'influencer mutuellement, et en fait, ça fait que dans la généralisation, j'aurai des effets sans doute beaucoup plus forts que dans l'exercice ponctuel de l'expérimentation. Donc, en positif ou en négatif, on peut imaginer que quand on change d'échelle, il se passe des choses nouvelles que l'expérimentation à petite échelle n'a pas permis de connaître. Je vous donne un exemple sur les effets d'éviction sur le marché du travail. Je reviens sur mon exemple de l'accompagnement des chômeurs. On sait que l'accompagnement des chômeurs, oublions l'aspect public-privé, l'accompagnement des chômeurs, on sait que ça marche. Ça stimule la recherche d'emploi, ça permet aux gens de trouver des emplois plus rapidement. Mais il y a deux théories qui s'opposent pour comprendre les effets que ça pourrait avoir au plan agrégé. La première théorie, c'est une théorie qui dit en fait les emplois sont disponibles en quantité fixe. Pour l'essentiel, les emplois disponibles sont pourvus assez rapidement. Et donc essentiellement, si vous aidez un chômeur à trouver un emploi rapidement, ça va se faire au détriment d'un autre. Celui qui trouve la place chasse l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Et donc, si on généralise le dispositif, en fait, on se retrouve dans un jeu à somme nulle. Alors, dans l'expérimentation, tout ce que vous avez fait, c'est que vos chômeurs aidés ont chassé les autres chômeurs, c'est pour ça qu'ils sont plus vite en emploi. Mais si vous généralisez, il ne restera plus rien. Parce que vous allez juste mettre des chômeurs à la place d'autres, mais sur le plan agrégé, vous n'aurez rien gagné. Il y a une autre théorie qui dit qu'il existe simultanément des emplois disponibles et des chômeurs. Et les rencontres mettent du temps à se faire, il y a des frictions. C'est ce qu'on appelle la courbe de Beveridge. Et donc, accompagner les chômeurs, rendre leur recherche plus efficace, c'est quelque chose qui en fait réduit les frictions, ça augmente l'efficacité des appariements, et donc ça peut très bien améliorer la situation des uns sans détériorer particulièrement la situation des autres. Et à ce moment-là, les effets agrégés seront sans doute aussi bénéfiques que ce qu'on a observé dans la petite expérimentation. Et donc vous voyez que selon la théorie que vous avez, et on ne sait pas très bien quelle est la bonne théorie, mais selon la théorie que vous avez, vous pouvez interpréter les résultats de votre expérimentation à taille réduite d'une manière ou d'une autre et en tirer des conclusions de politique publique différentes. Donc c'est un problème tout à fait compliqué. Ce que je veux illustrer ici, c'est qu'en fait, on peut, à l'intérieur de la démarche expérimentale, traiter ce problème. Comment on fait? Je vous donne l'exemple d'un exercice auquel on s'est livré avec un ensemble de collègues du CREST et Esther Duflo également dans ce projet. On a un grand nombre d'agences ANPE qu'on va interpréter comme autant d'espaces ou de marchés sur lesquels les chômeurs sont en concurrence directe et donc sur lesquels les effets d'éviction sont susceptibles de se produire. On va tirer au sort les agences, et donc dans un certain nombre d'agences, on n'intervient pas du tout. Et dans les autres, on va tirer au sort les demandeurs d'emploi qu'on va orienter vers l'accompagnement intensif. Donc on va avoir dans cette expérience à peu près 10 000 demandeurs d'emploi qu'on va suivre pendant 20 mois, on va suivre leur entrée dans l'emploi pendant 20 mois dans toutes ces agences. Alors, qu'est-ce qu'on fait traditionnellement dans un protocole expérimental traditionnel ? On a un certain nombre d'agences, et dans toutes les agences, on tire au sort des tests et des témoins, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi à qui on propose l'accompagnement, des demandeurs d'emploi à qui on ne propose pas, et on les compare. Et on dit, ah ben ceux-là, ils trouvent des emplois plus vite que ceux-là. Ça, c'est ce qu'on fait classiquement, mais les conclusions qu'on peut tirer de ça sont confrontés au problème de éviction ou pas éviction que je viens de proposer.
Qu'est-ce qu'on fait dans le protocole expérimental que je vous présente maintenant? On fait quelque chose de plus compliqué. On commence par tirer au sort un certain nombre de zones A et un certain nombre de zones B. Elles sont parfaitement semblables en moyenne puisqu'elles sont tirées au sort. Dans les zones B, on ne fait rien. Donc tous les demandeurs d'emploi dans ces agences-là sont des purs témoins. J'appelle ça des super témoins, peut-être des purs témoins, ce serait mieux. Et dans les zones A, dans un deuxième temps, je tire au sort des demandeurs d'emploi que je vais accompagner, des demandeurs d'emploi que je ne vais pas accompagner. L'intérêt de tout cet ensemble de tirage au sort, donc c'est un protocole qui est assez compliqué, en 2 étapes, l'intérêt de tout cet ensemble de tirage au sort, c'est que tous les groupes, le orange, le gris et le jaune, sont parfaitement comparables. Ce sont en moyenne les mêmes gens qui sont là, là et là. Donc les comparaisons ont parfaitement de sens. Alors maintenant, s'il y a un effet d'éviction, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit se passer que les demandeurs d'emploi qui ne sont pas accompagnés, mais qui sont dans des agences où il y a des gens qui sont accompagnés, sont piqués les places, sont piqués les postes par ceux qui sont accompagnés. Et donc, ils doivent souffrir de cette situation. Alors, avec qui je vais les comparer? Je vais les comparer avec ceux-là, parce que ceux-là, ils sont pareils, à ceci près qu'ils ne sont pas à côté de gens qui sont aidés et qui vont avoir tendance à leur piquer leur poste. Par ailleurs, comme les agences sont tirées au sort, dans un nombre assez grand de 235, les conditions d'emploi, l'offre de travail, etc., la demande de travail est à peu près la même dans tous les groupes. Donc tout ce que je vais voir ne peut être lié qu'au fait qu'il y a des témoins qui sont confrontés à des gens qui peuvent les évincer des postes auxquels ils pourraient avoir droit. Et donc si je trouve quelque chose ici, je me dis, ah ben oui, en effet, il y a un problème. Ma politique, elle est très bien sur un plan micro, mais dans sa généralisation, il va se passer quelque chose, et c'est peut-être pas une si bonne idée qu'il y paraît. Alors, rapidement, voilà ce que ça donne. Je vous ai remis mon petit schéma ici pour vous aider à lire les couleurs. Donc voilà mon super témoin, voilà le taux d'emploi des gens dans le super témoin. C'est-à-dire quand on ne fait rien du tout. Voilà le taux d'emploi des gens qu'on aide. Il est un petit peu plus élevé, de quelques points de pourcentage. C'est des résultats assez standards. D'accord ? Et voilà le taux d'emploi des gens qui ne sont pas aidés, mais qui sont dans les agences où on aide les autres. S'il n'y avait pas d'effet d'éviction, qu'est-ce qui devrait passer? Les gens gris, ils devraient être au même niveau que dans le super témoin. Ils ne sont pas aidés, ils sont exactement comparables à ceux du super témoin, ils sont dans un même environnement d'emploi, etc. Ils devraient avoir les mêmes taux d'emploi. Or, ils ont des taux d'emploi plus faibles. Et donc, très certainement, la seule chose qui les distingue de eux, qui distingue les deux, c'est que ceux-ci, avec la petite étoile, ils sont dans un endroit où il y a des gens qu'on aide extrêmement efficacement et qui vont plus rapidement vers les emplois. Et donc, manifestement, ceux-là souffrent de cette situation. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait un protocole expérimental à l'intérieur duquel on est capable de traiter le problème de la généralisation. Donc, on est capable de répondre à ce problème de validité externe, non pas en sortant de la logique expérimentale, mais au contraire en y restant et en l'enrichissant. Ce qui me semble de toute évidence la piste la plus intéressante. Et donc, sur ces effets d'éviction, qu'est-ce qu'on conclut? Il y a des effets d'éviction importants, et dans les calculs qu'on fait dans cet exercice, on se dit que l'impact agrégé de l'accompagnement des chômeurs est à peu près nul. C'est-à-dire que c'est un jeu à somme nulle, pratiquement, c'est un jeu à somme nulle, il y a un peu d'imprécision statistique, je ne veux pas donner un chiffre trop péremptoire, mais manifestement, il y a des effets d'éviction importants, et c'est pour l'essentiel un jeu à somme nulle, dans cette expérimentation. D'accord. Donc, si on veut faire de l'accompagnement des chômeurs, c'est très bien, mais il ne faut pas le penser comme une politique agrégé de lutte contre le chômage, il faut le penser comme quelque chose de redistributif. Il y a des chômeurs qu'on a envie d'aider plus que les autres à un certain moment, très bien, alors faisons-le, cet outil va marcher pour faire ça. Mais si on a en vue des effets agrégés, ça ne marchera pas. Alors évidemment, c'est un résultat, l'histoire ne finit jamais. C'est un résultat qui est lui-même sujet à une question de validité externe. Par exemple, je ne vous ai pas montré, mais on a distingué des marchés du travail ou des conjonctures, parce que l'expérience a duré assez longtemps et on a été à travers plusieurs conjonctures. Et on a pu voir que quand le marché du travail est déprimé, les effets d'éviction sont plus forts. Donc l'histoire que je raconte elle-même est sensible au contexte. Dans certains contextes, les effets d'éviction vont être forts. Dans d'autres contextes, ils vont être plus faibles. Dans certains contextes, donc, la généralisation, le changement d'échelle va peut-être confirmer les résultats qu'on a sur des petites expériences très simples.
Dans d'autres contextes, le changement d'échelle va conduire à quelque chose d'assez différent de ce qu'on a sur les petites expériences très simples. Donc évidemment, la recherche, c'est un monde qui ne se termine jamais, on n'arrive jamais à la fin de l'histoire. C'est ça qui est intéressant et c'est ce qui fait que Pierre-Michel et moi, on adore ça. Mais ce qui est important, c'est de mesurer les progrès qu'on a faits à travers ces différentes étapes. Et donc, pour conclure, mon premier point, c'est évidemment, avant tout, la force de l'expérimentation sociale, c'est qu'on fait des mesures d'impact causal extrêmement transparentes et interprétables en tant qu'effet causal. Et ça, c'est évidemment la première chose que nous apprennent les expérimentations sociales. En ce sens, elles nous apprennent quelque chose, des choses tout à fait importantes. Et c'est un préalable important, c'est celui de la validité interne de ce qu'on est en train de dire, et ça a eu beaucoup d'influence. Deuxièmement, évidemment, on est aussi plongé dans un contexte social réel par opposition au travail de laboratoire, y compris en sciences sociales. Et donc, évidemment, seul est contrôlé la variable d'intérêt, l'accompagnement des chômeurs, la réduction de la taille des classes, les transferts conditionnels que je fais aux ménages, etc. Et les éléments de contexte ne sont pas contrôlés. Idéalement, j'aimerais bien pouvoir contrôler totalement les éléments de contexte, mais on ne peut évidemment pas le faire. Et donc, si le contexte interagit avec la variable d'intérêt, on a un problème de validité externe. Alors évidemment, le point central, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il existe des ressources à l'intérieur de la démarche expérimentale pour traiter cette question. Les réplications, l'analyse de l'hétérogénéité des effets et le changement d'échelle de l'expérimentation elle-même pour mesurer, pour décrire, pour révéler les effets des interactions sociales. Évidemment, encore une fois, c'est une quête sans fin parce que la dimension des éléments de contexte est potentiellement infinie. Donc, on n'arrivera jamais empiriquement complètement au bout de ce problème. Et c'est mon dernier point. Je crois qu'on arrive à accumuler des connaissances très précises sur un large champ de sujets, ceux qui se prêtent à l'expérimentation sociale, qui ne sont ni tous les sujets, ni toutes les questions, évidemment. Et l'exercice méthodologique est en progression constante. Chaque jour, des chercheurs ont une nouvelle idée invraisemblable pour faire... par exemple, il y a quelques années, les gens ont commencé à évaluer l'impact de la construction des routes. Tout le monde disait, c'est bien les expériences randomisées, mais on n'estimera jamais l'effet de la construction des routes. Mais si, il y a des gens qui estiment l'effet de la construction des routes parce qu'ils ont randomisé les endroits dans les quartiers extérieurs de Mexico où on a commencé à construire les routes. Donc, la progression est constante. C'est tout à fait important. Évidemment, pourquoi on aime le travail empirique? Parce que le chercheur, on a le doute comme aiguillon. Comme discipline. Et donc, on ne croit à rien tant qu'on n'a pas vu les données, le groupe de contrôle, le groupe test. Les gens arrivent en disant « Ouais, j'ai un truc qui marche super bien. » Non, 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 non. Pour moi, ça ne marche pas tant que je n'ai pas vu le groupe test et le groupe témoin, tant que vous ne m'avez pas montré des données qui peuvent me convaincre totalement de cette affaire. Donc, c'est très important, on est extrêmement attaché à la démonstration empirique des choses. Mais évidemment, à côté de ça, puisque je parle du doute, on a besoin d'une morale provisoire, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne va jamais au bout et on a toujours besoin de faire un pari théorique d'utiliser des théories dont on n'est jamais complètement sûr, mais pour tirer les implications des résultats, aussi bien sur un plan scientifique que politique, on a toujours besoin de faire ce pari théorique à une étape ou à une autre. Donc c'est un problème d'équilibre. C'est un problème d'équilibre entre jusqu'à quel point je veux des preuves empiriques pour commencer à croire à quelque chose et à partir de quel moment eh bien, pour aller un tout petit peu plus loin, pour généraliser un tout petit peu plus, pour avoir des conséquences sur l'action, il faut que je fasse un pari théorique sur le degré de généralité ou les conditions de généralité de ce que je suis en train d'énoncer. Et donc, mon point n'est pas de dire qu'avec l'expérimentation sociale, on a supprimé ce problème, qu'on va au bout de la connaissance avec cette démarche strictement empirique. Mon point est plutôt, et ce pourquoi je trouve que c'est une évolution formidable dans la recherche empirique en sciences sociales. Mon point, plutôt, c'est qu'on arrive à déplacer ce point d'équilibre vers plus de connaissances assurées, précises, bien définies, etc., empiriques, et on arrive à déplacer un petit peu le point à partir duquel il faut invoquer des choses qui sont, dont on a davantage envie de douter et dont néanmoins on a besoin pour aller jusqu'au bout des choses et de la connaissance. Voilà, merci. Désolé d'avoir été un tout petit peu trop long. Je ne peux pas résister au plaisir de poser deux questions
Très rapidement. D'une part, je parlais des points d'équilibre, mais la question est-ce qu'il y a une sorte d'effet sur une plus grande variété de pratiques scientifiques aujourd'hui dans nos sciences sociales? Est-ce que c'est un mécanisme de diffusion à travers ce que tu montres, c'est-à-dire un renouvellement de l'empirie qui va modifier la pratique même de ceux qui n'adoptent pas ces méthodes? Je pense à la rédaction des articles qui injectent beaucoup plus aujourd'hui d'expériences contrefactuelles ou de travail pour dire « et si j'avais adopté telle autre hypothèse, qu'est-ce qui se serait passé ?» C'est devenu un standard beaucoup plus fréquent. Ça, c'est la première question. Évidemment, c'est sous l'influence, on le sent, de certaines sciences comme la médecine qui a pratiqué ça bien avant les autres, et de la biostatistique, etc. Ça, c'est la première question. L'autre, c'est évidemment l'interaction entre la recherche et la politique. Parce que plus tu élargis le cadre en disant il faut prendre de plus en plus de précautions, plus tu tires le tapis sous les pieds de la décision politique qui a besoin de faits bien constitués, etc., etc. Et donc, est-ce que la sophistication de la recherche va dans le sens d'une acclimatation plus facile par le politique ou au contraire moins facile? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des pays ou des contextes dans lesquels l'acceptabilité de l'expérimentation sociale est beaucoup plus forte que dans d'autres, dans les pays en voie de développement par exemple, ou alors en Europe du Nord, ou dans des pays qui ont l'habitude de la culture de l'évaluation, et pourquoi pas ailleurs? Alors, sur la diffusion, ça me semble assez évident, certainement dans ce que je connais relativement bien, qui est l'économie. Je pense que cette pratique a changé assez profondément les standards du travail empirique. Et que, y compris dans les démarches qui ne sont pas expérimentales, les attentes et les exigences en termes de conviction sur ce qu'on est en train de produire ont en quelques années changé radicalement, et ça devient très difficile dans les revues internationales de publier des travaux qui soient empiriques, qui soit ne sont pas basés sur des expériences randomisées, soit ne sont pas sur des quasi-expériences extrêmement convaincantes, et il faut argumenter beaucoup plus qu'autrefois. Plus difficile de dire dans quelle mesure ça irrigue d'autres sciences sociales. J'ai quand même l'impression que ça irrigue les sciences politiques, certainement aux États-Unis, notamment sur toutes les questions de participation de vote, etc. Il y a énormément d'expériences randomisées, typiquement. Donc je pense que c'est quelque chose qui aussi infuse, et comme tu dis, qui probablement, en économie, le raisonnement contrefactuel, même lorsqu'il n'est pas mis en œuvre empiriquement, est quand même quelque chose de plus en plus, une référence de plus en plus systématique. Le lien avec le politique, donc c'est le sujet que j'avais choisi de ne pas traiter. Donc je te remercie de me poser cette question. Le lien avec le politique, alors, d'une certaine manière, je pense quand même qu'à la fin, on surestime un tout petit peu le problème de la validité externe dans l'expérimentation des politiques publiques. C'est-à-dire que, évidemment, de toute façon, quelle que soit la démarche qu'on prend, si on veut s'interroger sur les effets d'une politique, ce sera toujours pour la politique ici et maintenant telle qu'elle a été menée. Et la question de quelle est la généralité que je peux tirer de l'expérience que j'ai menée, elle va toujours se poser de toute façon. Et de toute façon, il y a un problème de pari politique, théorique, qui doit être fait à un moment ou à un autre, si on élargit, si on le fait un peu différemment, etc. Je pense que l'élément de connaissance qu'on apporte avec ces méthodes est déjà énorme pour structurer la réflexion politique, qui par ailleurs, en plus, amène bien d'autres éléments tout à fait pertinents et légitimes que l'impact causal sur un certain nombre de résultats importants. Mais cet élément-là, je pense, le plus souvent manque absolument. Je pense que quand il est apporté, même avec un certain nombre de limites, on a changé, on a fait un pas qualitatif tout à fait considérable. Après, je pense qu'à la fin, ce qui va compter vraiment dans le long terme, c'est l'accumulation des recherches sur des sujets et l'évolution que ça va induire sur la conception que les gens se font de ce qu'est une bonne politique, l'accompagnement, voilà, est-ce que c'est une bonne politique, comment il faut la mettre en œuvre, dans quel cas, etc. Ça, il va y avoir une sédimentation de recherches là-dessus qui vont dans le long terme structurer la manière dont les gens vont réfléchir à ces sujets. Le jour où l'électeur dira « Donnez-nous les preuves par des méthodes d'expérimentation sociale », tu auras gagné. Voilà. Bon, merci beaucoup Marc, et
pour Merci. ce bel exposé. Merci à toi.